Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob. Coup de mob. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Daniel Leduc et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Coup de mob. C'est le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain qui est consacré à la mobilisation. Aujourd'hui, on se parle de solidarité sans frontières. La solidarité internationale a toujours été importante dans les actions du Conseil central du Montréal métropolitain. Michel Chartrand, qui a été président du Conseil central, est d'ailleurs à l'origine de la création du Centre international de solidarité ouvrière. C'est mieux connu sous l'acronyme CISO, ou communément on dit le CISO. Le capitalisme ne connaît pas de frontières et la solidarité des militantes et des militants non plus. Combattre les injustices, l'exploitation et les inégalités sociales requiert que les luttes soient élargies afin que les travailleuses et les travailleurs fassent avancer leurs droits partout sur la planète. En effet, les patrons tentent de diminuer les conditions de travail et de vie en tentant de les opposer les unes et les uns aux autres. Aussi, plus largement, ces travailleuses et ces travailleurs sont sensibles au sort des plus malmenés sur la planète et s'élèvent contre toutes les injustices. Bien entendu, tous ces principes sont bien beaux, mais pourquoi est-il important de poursuivre le travail de solidarité internationale et comment peut-on l'inscrire au cœur des luttes syndicales? Mes invités aujourd'hui pour parler de ce sujet à la fois vaste et passionnant, Chantal Hyde, première vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain. Bonjour Chantal. Bonjour Daniel. Corinne Gagnon-Tremblay, présidente du syndicat des loisirs de Laval. Bonjour Daniel. Et Amélie Nouyen, coordonnatrice du CISO. Bonjour Daniel. Bonjour Amélie. Merci à vous trois d'être là. On entend souvent dire, certaines personnes dire qu'on devrait s'occuper de notre monde ici plutôt que des gens qui sont ailleurs. Ils disent qu'on a déjà assez de travail à faire comme ça. Alors je vous pose la question, pourquoi encore aujourd'hui le Conseil central poursuit-il cette tradition de solidarité internationale malgré, faut bien le dire, cette opposition de la part de certaines personnes? C'est une vaste question, hein, évidemment. Puis, pour commencer, je dirais que c'est normal dans une période ou dans des périodes où les choses vont mal, qu'on a tendance à se replier sur nous-mêmes, à essayer de se protéger entre nous. C'est un réflexe qui est humain, qui est tout à fait normal. Mais pourquoi on doit continuer la solidarité internationale? À l'époque où on vit, les entreprises ne se gênent pas pour fonctionner de manière internationale. On parle maintenant de transnationale. On pense à des entreprises, évidemment. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Amazon, mais on peut penser aussi à des entreprises comme Levi's qui peut, par exemple, faire fabriquer son tissu au Bangladesh, le faire coudre le jean au Mexique et puis après le vendre dans les magasins chez nous. Donc, on se rend compte à quel point toute cette chaîne de production et tout le travail fait par des travailleuses et des travailleurs a un impact et il y a des liens dans nos systèmes de production, dans la manière dont tout ça est géré. On voit beaucoup de similitudes. C'est toujours fascinant quand on a la chance de parler avec des travailleuses et travailleurs qui vivent ailleurs, et pas juste au sud de la frontière aux États-Unis, mais vraiment, on parle du Bangladesh, on parle du Mexique, on parle du Sri Lanka, on parle du Congo, qu'ils vivent les mêmes oppressions que nous en tant que classe ouvrière. Donc, faire ces liens-là, ça nous permet d'être plus combatifs pour améliorer nos conditions de travail, mais leurs conditions de travail aussi, parce que nous sommes tous et toutes interdépendants. Mm-hmm. Dans les discussions au sein du CISO, duquel le Conseil central fait bien sûr partie, Chantal, en fait, est présidente du CISO. Ah, tu es présidente du CISO? Oui. Ah, donc j'aurais dû te présenter comme non seulement vice-présidente du Conseil central, mais présidente du CISO également. Ah bon. Bon. Alors, je vais me coucher moins niaiseux ce soir, comme toujours d'ailleurs. Mais quand on réfléchit aux enjeux de solidarité internationale, au fil de la discussion, on dit souvent qu'il n'y a pas une solidarité internationale puis une solidarité tout court. C'est la même solidarité qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs parce que les droits humains, le respect de l'environnement, c'est un bien commun. S'il recule à un endroit, ça menace l'ensemble des droits pour tout le monde, peu importe où on est sur la Terre. Donc, si on tolère, par exemple, que les travailleuses du textile au Bangladesh vivent dans des conditions de misère, leur environnement soit détruit, c'est sûr qu'à terme, ça fait en sorte que l'ensemble des conditions de travail mondiales, quand les travailleurs et travailleuses sont mis en compétition, que ce soit, on pense aux délocalisations, aux traités de libre-échange, les États sont tous entrés dans un mode capitaliste
néolibérales, puis pensent que la seule manière de développer, entre guillemets, leur pays, c'est l'investissement direct étranger, puis d'être le plus attrayant possible pour les compagnies étrangères, dont nombreuses firmes transnationales. Puis donc, ben il faut briser cette logique de compétition-là par la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose que les compagnies comprennent pas, en fait, ce qui fait aussi sa force, parce que eux fonctionnent selon la logique du gain, du profit, de la destruction pour le profit de la minorité. Donc, s'assembler, s'organiser collectivement, c'est aussi ça le sens de la solidarité. Puis on peut apprendre énormément. Tu sais, je pense que les luttes, quand on apprend des luttes à l'international, ça enrichit aussi le syndicalisme ici au Québec. C'était ça d'ailleurs la logique de la construction du CISO. Je pense qu'il y a aussi l'aspect que le gouvernement canadien, par exemple, ben, va avoir aussi un impact partout dans le monde, puis va être responsable de situations pour les ouvriers qui sont inacceptables, puis qu'on n'est pas au courant, qui ne ferait pas au Canada parce qu'on a les règles, puis on a des lois qui sont mises en place, mais qui permet aux entreprises de faire ailleurs. Puis le Canada est un endroit où il y a plusieurs compagnies minières qui viennent s'installer, où ils mettent leur siège social pour aller exploiter les travailleurs puis les minerais, l'environnement d'autres pays plus défavorisés. Puis je pense aussi que ça demande pas beaucoup faire de la solidarité internationale. Souvent, en tout cas, nous, quand on a fait notre stage en Colombie, les gens, ce qu'ils voulaient beaucoup, c'était de l'appui. Donc, de faire connaître les situations, dénoncer les situations partout et pour qu'il y ait une pression internationale. Ça a un gros pouvoir pour eux. Pour nous, peut-être que ça a l'air insignifiant puis on n'a pas ce besoin-là, mais pour eux, l'impact est vraiment grand puis ça ne nous demande pas un si gros effort. Faut dire, Corinne, tu as fait un stage en Colombie. Peux-tu juste nous en parler un petit peu? On regardera ça peut-être plus en détail tantôt, mais tu es allé en Colombie pour un stage, donc. Oui, donc j'ai fait un stage avec le CISO en décembre 2024 avec d'autres centrales syndicales pour aller en Colombie. Donc, on est allé visiter plusieurs syndicats là-bas, plusieurs groupes aussi et des organismes qui travaillent à développer l'environnement ou la condition de vie des gens. On a beaucoup aussi vu les défenseurs de droits humains. Donc, on a vu vraiment plusieurs différents groupes, puis on a vu... donc, c'était vraiment pas un voyage, là. C'était vraiment beaucoup de rencontres avec plusieurs personnes, connaître leur lutte, voir ce qu'ils ont fait. Donc, c'était vraiment très, très enrichissant là, comme stage. Ah ben, qui dit autant stage ou implication dit engagement. Ben justement, on va se parler de cet aspect-là dans un petit instant. Alors, on fait une petite pause. Restez des nôtres. Vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN consacré à la mobilisation. On revient dans un petit instant. Vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Avec moi, Chantal Hide, première vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, et ça, je viens de l'apprendre, présidente du CISO. Corinne Gagnon-Tremblay, présidente du syndicat des loisirs de Laval, et Amélie Nouyen, coordonnatrice du CISO. Chantal, évidemment, d'être engagée sur le plan international, ça a des répercussions pour nous au local. Oui, absolument. On a, quand il arrive quelque chose dans un de nos syndicats, on peut faire appel à nos camarades de l'international. Bon, vous avez probablement entendu parler de la fermeture des entrepôts d'Amazon. Quand c'est arrivé, on a envoyé des petits messages à nos camarades un peu partout et on a reçu des lettres d'appui du Frente Auténtico del Trabajo, qui est un syndicat avec lequel le Conseil central et le CISO travaillent depuis de nombreuses années. Okay, dans quel pays, ça? Au Mexique. Au Mexique, okay, Mexique. On a reçu un message de UI, United Electrical and Machine Workers, qui, eux, sont aux États-Unis. Mais on a reçu aussi un message de Forza, qui est un syndicat
ou une fédération syndicale en Irlande. OK. Et on a reçu un message de solidarité aussi de Zenroren, qui est un, m'a-t-on dit, petit syndicat d'à peine 1 million de membres au Japon. 1 million de membres. Wow. Donc, et on a pu lire une de ces lettres-là lors d'une assemblée générale, alors que les travailleuses et travailleurs d'Amazon étaient présents à l'assemblée générale du Conseil central. Puis il n'y avait pas un œil sec. Et c'est des petits messages qui ne prennent pas nécessairement énormément d'efforts de notre, à préparer, parce le Conseil central en envoie aussi régulièrement. Mais on voit l'impact sur les travailleurs et les travailleuses de chez nous de se rendre compte, hey, il y a du monde loin qui connaissent ma lutte, qui m'appuient, qui sont solidaires avec moi. Juste d'en parler, je viens émue, j'ai les yeux qui se mouillent parce que c'est fort. Puis on l'avait fait pour Rolls-Royce aussi. On a eu plein de gens qui ont pris des photos avec les pancartes de Rolls-Royce pendant une conférence de Labor Notes qui avait lieu à Chicago. On a eu plein de monde de plein de syndicats différents qui ont pris ces photos-là en appui avec nos camarades de Rolls-Royce pendant leur grève. Donc, ça a un impact sur le moral de nos troupes. Mais justement, ça m'amène à te poser et à vous poser la question toutes les trois. C'est quoi alors la différence entre l'aide humanitaire, la coopération internationale et la solidarité internationale? Ça, c'en est de la solidarité internationale, ce que tu viens de nous dire. Ça, c'est un bel exemple de solidarité internationale. Moi, je dirais, la première chose que je dirais, c'est que la solidarité, ça se fait d'égal à égal. On n'est jamais... Puis c'est pareil quand on est entre nous, entre camarades, quand on est solidaire. Puis être égal et se traiter de manière égale et équitable, ça fait partie intégrante. Ça doit se faire dans le respect. Il n'y a jamais de sentiment de supériorité et on se met toujours dans une position où on reçoit autant qu'on donne, on apprend autant qu'on enseigne et on ne peut qu'en sortir grandi. Les 2 parties, je dirais, ou les 3 parties, ou les 4, on est toujours grandi d'événements de solidarité, tout le monde qui y a participé. Amélie? Oui, ben ta définition me semble excellente et très sentie. Ben l'aide humanitaire, c'est l'aide d'urgence en fait en période de crise pour assurer les besoins de base des populations. Donc c'est ponctuel, puis des fois c'est pas toujours bien fait. Là. Parfois, ça vise trop l'urgence puis ça s'insère pas dans un continuum là, qui permettrait une transformation plus grande là, de la situation. Donc, des fois, c'est pensé à trop court terme, mais c'est quand même important pour permettre au moins la survie des populations quand elles sont dans un conflit armé, quand elles vivent une sécheresse, un ouragan, tous ces genres de crises qui, malheureusement, risquent d'être plus présentes avec les changements climatiques et plusieurs autres situations. La coopération, c'est plus une conception traditionnelle, disons, là, de relations internationales, plus basée sur la gestion de projets et moins réciproque, là, plus du genre le Nord va aider le Sud et plus unilatéral, là, unidirectionnel. Puis ben c'est pour ça, tu sais, nous au CISO, même nos projets nos projets à l'international, on les qualifie quand même de solidarité internationale parce que c'est ça, non seulement il y a une réciprocité puis on souhaite être entre égaux, on souhaite tout le monde être dans une posture d'apprentissage, mais il y a aussi un volet politique de défendre les droits, d'être dans une perspective d'organisation collective, de transformation sociale, dans quelle perspective à plus long terme de modèle de société on veut s'insérer comme petit projet, et puis comment on peut contribuer à ce que le monde soit plus juste, plus démocratique. Donc, c'est une perspective beaucoup plus vaste, puis qui s'insère aussi dans une compréhension du monde, des causes globales, là, des injustices, puis des violations de droits. Et de ton côté, Corinne? C'était pour acheter avec l'aide humanitaire. Des fois, on entend que les gens qui vont construire des maisons ou des écoles, peinturer un mur dans une école, c'est de l'aide humanitaire. Mais c'est vraiment la définition d'Amélie de l'aide urgente suite à une catastrophe ou une situation de crise. C'est des gens qui ont une formation minimale. Là. C'est pas n'importe qui va faire de l'aide humanitaire. Donc, c'est vraiment pas la partie « je m'en vais une semaine construire une école dans un pays ». Et puis là,
Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques sur lesquels vous vous impliquez davantage? Donc, par exemple, le Conseil central, c'est plus, je présume, la solidarité internationale, le CISO, ben, tu l'as dit tantôt, la coopération. Enfin, juste éclaircir ça là, pour nous. Ben, ça va arriver au Conseil central qu'on fasse des dons de charité, d'aide humanitaire, dans certains cas précis, parce qu'il y a une situation d'urgence. Donc, je pense... moi, j'étais pas encore au Conseil central à cette époque-là, mais l'exemple qu'on ressort souvent, c'est qu'on a fait des dons quand il y a eu le tremblement de terre épouvantable en Haïti, parce qu'il fallait aider de manière urgente. Et on a un budget pour faire des dons pour appuyer des situations comme ça. On le fait au Québec, on le fait à l'extérieur aussi. On ne va jamais monter nous-mêmes ce genre de projet-là. Pour ce qui est de la coopération, on est un peu moins dans la coopération. Donc, on va éventuellement appuyer certains projets s'ils sont alignés parce que il y a aussi une dimension politique. Je pense qu'Amélie l'a bien dit, là, qu'il y a cette dimension politique-là qui doit être toujours présente dans les projets. Puis au niveau de la solidarité, là, on développe nos propres projets, mais le rôle du Conseil central en tant qu'organisation régionale aussi, c'est de faire connaître les luttes à l'extérieur de la province pour les membres du Conseil central. Donc, on parlait de Corinne qui est allée en stage. On a envoyé plusieurs fois des stagiaires avec le CISO. On dit stagiaire, mais c'est une délégation aussi. C'est plus que juste aller faire un stage, à mon avis. Ça nécessite un peu plus que ça. Donc, d'envoyer certains de nos membres participer à ce stage-là, c'est une façon après de ramener chez nous toutes ces notions-là, tous ces principes-là qu'on est incapable d'expliquer réellement. Puis je ne veux pas parler à la place de Corinne, mais Corinne est revenue un peu changée de son stage. Puis tous les camarades qui sont allés au stage sont revenus changés. Puis au fil des années, il y a eu le stage, il y a eu au Mexique, le CISO, on est allé en Palestine. C'est pas la première fois qu'on va en Colombie non plus, mais ça, Amélie pourrait en parler mieux. Mais donc, c'est tout cet espace de transformation-là. Là, je me suis écartée de la question. Hein. Non, mais pas du tout. Mais c'est très intéressant. Mais en d'autres mots, ça fait œuvre pédagogique et ça percole ensuite sur l'ensemble des syndicats qui sont membres du Conseil central. Puis on essaie de le prendre aussi dans une approche d'éducation populaire, un peu selon les principes de Paulo Freire, qui a écrit La pédagogie des opprimés. Donc on essaie de l'amener comme ça aussi pour avoir une approche solidaire et d'égal à égal quand on fait de la formation, qu'on parle à nos autres membres, et pas une approche de maître à élève, mais vraiment une approche égalitaire dans notre façon de transmettre cette information-là. Et de la part du CISO maintenant, Amélie? Oui, je pense que si on a à choisir un des trois termes pour qualifier parce qu'on essaie d'avoir une action très cohérente là. Donc je pense que s'il y avait un mot d'ordre autour de toutes les actions du CISO, c'est vraiment plus solidarité internationale, bien qu'on ait des projets internationaux qui sont entre la coopération et la solidarité, mais comme le mot d'ordre, c'est toujours des projets qui sont menés par des partenaires locaux, créés et gérés par des partenaires locaux, puis qui sont faits à leur demande. Mais c'est toujours aussi des projets d'organisation collective ou de défense des droits humains. Donc, il y a toujours en arrière-scène l'idée de bâtir un rapport de force, d'amener les gens eux-mêmes à défendre leurs propres droits, puis donc, dans ce sens-là, d'avoir une influence à plus long terme. On fait aussi de l'éducation à la solidarité internationale, puis du plaidoyer aussi pour, comme tu le disais, là, Corinne, pour influencer le gouvernement canadien ou le gouvernement du pays dans lequel nos partenaires travaillent ou luttent. Mais donc, il y a toujours cette idée-là de comment on peut essayer de transformer ces rapports de force-là pour que les conditions de vie, de travail, les conditions de justice soient meilleures là, dans les pays avec lesquels on travaille. Et de ton côté, pour ta part, Corinne, t'as été combien de temps en Amérique du Sud? 10 jours. 10 jours. Puis ça t'a changé, là. C'est quand même une grosse question. Là. C'est pas une petite réponse non plus comme ça sur le vif, mais... je sais pas comment le dire. C'est beaucoup de la richesse du pays, des gens, de
de ce que les gens font, de comment c'est fait aussi, c'est une réalité qui est différente de la nôtre. Des gens qui se battent pour des raisons comme nous on le fait, mais pour lesquelles je sais pas si j'oserais me battre comme eux le font, selon dans les conditions aussi dans lesquelles les gens se battent. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'accompagnement aussi au niveau des manifestations pour s'assurer de la sécurité des gens. On a été on a eu une rencontre avec un groupe qui fait ça justement, qui note ce qui se passe dans les manifestations, parce que si jamais il se passe des choses après, ben ils peuvent dire non, mais j'étais là, c'est ça qui est arrivé. C'est pas, la personne était pas violente puis elle a reçu une balle ou quelque chose comme ça parce qu'elle était à déranger, par exemple. Puis c'était aussi des luttes que les gens mènent pour vraiment changer pour faire un changement social dans le pays, pour vraiment transformer ce qui se passe puis mieux vivre, là, comme mes deux collègues ont dit. Puis les gens, ils se donnent, c'est un don de soi, puis ils croient en leur cause, puis c'est vraiment beau à voir, là, les gens qui croient en leur cause, puis qui se battent, puis qui se disent, ben je veux changer les choses pour moi, mais pour les gens aussi qui vont être là après, des gens qui vont défendre les droits humains, qui vont... Il y a un gros travail aussi de réparation en Colombie qui se fait par certains groupes à cause de la violence là, qui est présente, mais qui a été aussi très présente dans son histoire. C'est très chargé émotionnellement, mais aussi en volonté de changement de la population, puis en volonté de vraiment comme être eux, puis de pas avoir besoin non plus du Nord. Là, on va dire, mettons, le Nord va beaucoup aider le Sud, mais ils veulent vivre par eux-mêmes aussi. Là. C'est juste qu'ils ont pas nécessairement... des fois, ils sont obligés aussi là, de vivre avec le Nord et les compagnies, mais... C'est quelque chose qu'on vit, hein? Oui, c'est ça. Quand on arrive et qu'on se rend compte... On a beau avoir lu... Moi, j'ai eu la chance d'aller dans une délégation au Mexique. Puis, je connaissais pas le Mexique, à part ce que je voyais à la télé, j'avais pas lu grand-chose. Je connaissais Frida Kahlo. Mais quand tu arrives au Mexique et que tu es dans la ville, on était à Mexico City, après on a été à Torreón, on a parlé avec des travailleuses de maquiladora. On a parlé avec du monde qui vivent cette oppression-là, qui vivent ce poids-là qu'ont les compagnies transnationales. Les travailleuses qu'on a rencontrées, c'est peut-être celle qui a cousu mon jean, c'est peut-être celle qui a assemblé une pièce de mon auto, parce qu'il y en a beaucoup qui sont assemblées au Mexique. Et moi non plus, je te comprends, Corinne, c'est difficile de l'exprimer, ce qu'on ressent quand on les voit se battre et se planifier leur budget en se disant, ben si cette semaine j'achète du shampoing, je peux pas acheter du savon, ou je peux pas acheter 2 cette semaine parce que ben il y a plus de papier toilette à la maison, parce que leurs salaires sont tellement bas que elle gagne quoi, 180 pesos par jour. C'est 100 pesos, c'est à peu près $10 canadiens. Quel serait ou les points communs entre le syndicalisme tel qu'on le vit ici, là, chez nous au Québec, mais par rapport ailleurs dans le monde, là? Je pense à justement la Colombie, le Mexique, l'Irlande, le Japon. Y a-tu des points communs? Le capitalisme. C'est ça. L'employeur. L'employeur. Le boss. Oui. L'avidité, la soif de profit des compagnies. Puis ici aussi, ils nous payent le moins qu'ils peuvent. Bien, c'est sûr que souvent, les inégalités sont plus criantes, les impacts du capitalisme sont plus grands, mais souvent, dans les stages, on nous dit, parce que des fois, les stagiaires se disent, mais alors, tu sais, notre travail, est-ce qu'il est si important? Parce que, tu sais, nous, on se bat pour des choses qui font moins de différence. Par exemple, on se bat pas pour la survie de quelqu'un nécessairement tout le temps, à tous les jours. Fait que des fois, ils se disent, ah, mais eux, les gens du Mexique ou les gens en Colombie, leur lutte est beaucoup plus importante. Mais quand on parle avec les gens au Mexique ou en Colombie, ils nous disent, mais non, tu sais, vous nous inspirez, vous nous donnez une idée de ce que ça pourrait être chez nous, puis de ce qu'on peut demander, puis ce que vous avez, c'est le fruit de lutte aussi. Puis ils disent aussi, mais il n'y a pas de petite lutte
pour la défense des droits ou pour la défense des travailleurs, ça fait avancer le continuum des droits, peu importe où on est dans le monde. Donc, tu sais, on travaille tous à la même cause, en fait, peu importe qu'on soit, puis au même projet collectif, peu importe qu'on soit ici ou au Mexique ou en Colombie. Puis, tu sais, je pense que pour compléter ce que Corinne disait, c'est parce qu'en Colombie, comme au Mexique, mais encore davantage, je pense, en Colombie, les gens risquent au quotidien leur vie pour défendre... en étant syndicaliste, en défendant le territoire, en défendant les droits humains. Puis donc, c'est très frappant là, de se dire ces gens-là mettent leur vie sur la ligne pour ce qu'ils font au quotidien, puis ils sont prêts, là, ils savent que... C'est pour ça que tu disais, c'est pas nécessairement pour nous, c'est pour la génération future, parce qu'ils savent pas si eux vont pouvoir jouir des gains qu'ils feront ou feront pas. Donc, ça s'insère dans un historique de lutte qui est très, très, très inspirant et très puissant, où il y a plusieurs personnes qui sont décédées avant eux et elles, mais dont ils portent l'héritage. Puis, d'une certaine manière, c'est ça, ils se nourrissent aussi de tous ces risques-là, de toutes ces souffrances-là du passé pour se projeter vers l'avant. Puis, ben c'est ça, dans un contexte où on voit quand même parfois l'extrême droite monter, des caractères répressifs, des caractères discriminatoires dans la société qui prennent de plus en plus de place. Ben nous, on est au Québec beaucoup moins habitués à ce type de contexte-là. Puis c'est un endroit où je pense que dans la manière de lutter dans un contexte répressif d'extrême droite, fermé, beaucoup plus fermé que ce qu'on a pu vivre dans le passé, on a énormément à apprendre de leur stratégie, de leur tactique, de leur manière de s'organiser. Quand quand tu as expliqué c'était quoi la solidarité, là, tu parlais d'un échange d'égal à égal, là, mais tu disais que nos luttes les inspiraient à continuer à se battre, mais l'inspiration est aussi réciproque de deux côtés. De se battre pour leur vie puis qu'ils sont prêts à donner là, corps et âme. Mm-hmm. Je pensais, quand tu parlais des défenseurs des territoires, défenseuses, parce que c'est souvent des femmes, parce que c'est souvent aussi des traditions autochtones, où souvent c'est les femmes qui défendent le territoire, mais je pensais, bon, il y a Marielle Franco au Brésil, Berta Cáceres, puis là je pensais, ça m'a amené à penser à Kalpana Akhter, qui est bien vivante, Dieu merci, qui elle est au Bangladesh et se bat pour le droit des travailleuses au Bangladesh. On se rappellera de la tragédie du Rana Plaza qui est arrivée, c'est en quelle année? Je me souviens jamais 2013. de l'année. 2013, le Rana Plaza, et qui a des échos dans ce qui est arrivé si je me souviens bien, c'est le Triangle Shirt Factory, donc une usine de textiles, de vêtements à New York, où il y a un feu qui a pris et l'employeur a fermé les portes pour empêcher les travailleuses de sortir. Et là, on voit que la même chose se passe au Bangladesh, dans une usine ou une fabrique de vêtements qui fabrique des vêtements pour... Là, je ne pourrais pas nommer les compagnies toutes, mais là-dedans, on sait qu'actuellement, des entreprises comme Canadian Tire, Loblaws, Lululemon, l'équipeur, je pense, font fabriquer des vêtements au Bangladesh dans des conditions similaires à celles du Rana Plaza. Et quand Kalpana vient ici et nous demande notre solidarité, c'est pas en nous disant « Arrêtez d'acheter vos pantalons de yoga trop chers chez Lululemon », mais prenez conscience des conditions dans lesquelles ils sont fabriqués et mettez de la pression sur vos entreprises canadiennes pour qu'elles respectent les droits des travailleuses et travailleurs à l'extérieur. Ça, c'est aussi le pouvoir que nous avons ici, de la même manière que eux ont ce pouvoir-là dans leur pays de mettre la pression quand il y a des entreprises transnationales. Ah ben, ça fait vraiment réfléchir. On va faire une petite pause là-dessus. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN consacré à la mobilisation. On revient dans un petit instant.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Mes invités aujourd'hui pour parler de solidarité sans frontières. Chantal Hide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, puis également présidente du CISO. Corinne Gagnon-Tremblay, présidente du syndicat des loisirs de Laval. Et Amélie Nouyen, coordonnatrice du CISO. Là, j'aimerais ça vous entendre parler des différentes pratiques du Conseil central en matière de solidarité internationale. Ça ressemble à quoi? Ça peut prendre tellement de facettes. On peut faire tellement de choses. Je pense une des choses dont je suis fière, c'est le stage auquel on envoie des stagiaires, des membres. Comme Corinne. Comme Corinne. Je pense avant, il y a eu Benoît Taillefer. C'est sûr qu'avec, il y a eu une pandémie aussi qui a fait qu'on n'envoyait pas du monde un peu partout dans le monde. Mais avant la pandémie, il y a Benoît Taillefer qui est du syndicat du CIUS du Nîmes, qui est allé au Mexique, qui nous a ramené une collection de photos de Pepenadores. C'est quoi ça? Je vais laisser Amélie répondre parce qu'elle connaît ça beaucoup mieux que moi, les Pepenadores. C'est les récupérateurs et récupératrices de déchets dans les dépotoirs au Mexique. Ils ramassent, dans le fond, le plastique, le carton, le métal pour le revendre au poids. Puis c'est dans les populations quand même très discriminées, appauvries, marginalisées. Puis le CISO avait invité le groupe de stage à aller visiter un groupe de récupérateurs récupératrices. Puis on collabore aussi là à les organiser avec le Front authentique du travail. Il y a une association qui a été renforcée. Ils sont capables de défendre eux-mêmes leurs droits. Il y a des coopératives aussi qui ont été créées là, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, puis leur offrir une alternative pour les personnes. C'est très demandant physiquement, là, donc quelqu'un qui est âgé peut aller là, il y a une coopérative, par exemple, d'élevage porcin à très petite échelle là, qui s'approvisionne en nourriture dans les marchés, les déchets des marchés autour. Donc, oui, puis je me souviens, lorsqu'il était revenu, justement, là, il nous avait fait rapport de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait entendu. C'était vraiment saisissant. Absolument. Puis Corinne va aussi nous faire un rapport en temps et lieu. Et ça aussi, ça va être... Je m'attends déjà à toutes les émotions. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect d'éducation politique aussi. On a travaillé à monter une formation en solidarité internationale, une courte formation d'introduction qu'on espère pouvoir distribuer et aller donner dans les syndicats affiliés au Conseil central. On participe à beaucoup de choses aussi. Historiquement, le Conseil central, la solidarité internationale au Conseil central s'est beaucoup développée avec Michel Chartrand. Puis la mise sur pied du CISO, mais avant le CISO, il y a eu une conférence internationale de solidarité ouvrière. Et puis après est arrivé le CISO qui va avoir 50 ans en 2025. Déjà 50 ans. Déjà 50 ans. Mais ça s'est beaucoup articulé autour de la solidarité avec le Chili parce que au moment où on enregistre le podcast, nous sommes en début 2025 et vous vous souviendrez qu'il y a eu un coup d'État au Chili en 73. Donc, ça a provoqué aussi un élan de solidarité du Québec vers le Chili. Le Conseil central, avec Michel Chartrand, ont embarqué dans cet élan de solidarité. Donc, on a des liens forts entre la communauté chilienne et le Conseil central. Et aussi la solidarité avec le peuple palestinien qui, au moment d'enregistrer, subit encore un génocide. Donc, ça s'articule beaucoup autour de ça, la solidarité au Conseil central. Ensuite, la limite est notre imagination. Et on travaille beaucoup avec le CISO. On aime le CISO. Ben oui, le Conseil central joue un rôle très important au sein du CISO et dans l'exécutif, appuie aussi, entend là, quand même de manière importante le travail du CISO. Et c'est très, très important et apprécié. Mais d'ailleurs, c'est ça, on fête notre
50e, effectivement, puis on va convier la communauté intersyndicale à plusieurs événements de commémoration. Là, il y aura une exposition photographique et sur l'historique du ciseau au début du mois de juin à l'Écomusée du Fier-Monde. Puis le 2 décembre, on aura une journée de réflexion complète dans les locaux de la CSN, d'ailleurs, pour voir... réfléchir à l'état du monde actuel, voir comment les choses ont changé depuis 50 ans, puis réfléchir aussi, il y aura des invités internationaux aussi qui vont témoigner, puis donc on veut réfléchir aussi à l'avenir puis à l'importance de la solidarité internationale pour les 50 prochaines années. Ben, c'est bon. Alors, c'est tout un plan de travail, ça promet. Alors, le travail de solidarité internationale, c'est pas terminé, puis force est de constater que c'est important d'inscrire ce travail-là au cœur de nos luttes syndicales. Ben, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup également pour vos témoignages. Chantal Hide, première vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain et présidente du CISO. Corinne Gagnon-Tremblay, présidente du syndicat des loisirs de Laval. Et Amélie Nouyen, coordonnatrice du CISO. Ainsi prend fin cet autre épisode de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Vous pouvez suivre ce balado en vous y abonnant via votre plateforme de balado préférée ou sur notre site web au ccmm-csn.qc.ca. Et ici Daniel Leduc, merci pour votre écoute et à la prochaine. Coup de mob.